Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à chacun de vous d'être là. Donc je suis en présence de Pascal et Rachel Pott. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez accepté notre invitation pour participer au sommet national de la souveraineté alimentaire. Je suis ravie de vous avoir parmi nous. Un grand merci de nous rejoindre et de nous offrir le fruit de votre expérience. Donc je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous présenter votre axe d'action, votre activité? Moi, ça fait en fait depuis 50 ans que je fais du jardin et que je fais ce que je fais. Et puis plus précisément, ça fait 30 ans que j'ai décidé de faire en sorte que les plantes apprennent à résister par elles-mêmes aux maladies, aux excès de sécheresse, même s'il ne pleut pas pendant 6 mois et sans une goutte d'eau amenée, quoi, sans irrigation aucune. Et aussi aux maladies, aux excès d'humidité quand il fait en automne qu'il ne fait que pleuvoir. Et voilà, et même maintenant, je commence à faire en sorte que les plantes de tomates, d'aubergines, tout ça résistent même un peu au gel aussi. Voilà. Et en fait, en gros, je fais surtout, on peut dire que je fais de la recherche, de l'expérimentation. Et par la force des choses, il faut aussi produire parce que comme on n'est pas subventionné, il faut bien vivre aussi. Donc on fait aussi de la production. Et Rachel s'occupe donc plus du site internet et de revendre. Voilà. Rachel, est-ce que tu peux détailler du coup ton activité? Oui, mon activité donc avec Pascal, donc c'est de m'occuper des plantations, donc faire une coordination entre la ferme et la boutique. La boutique à l'Odève, là c'est plus un lieu où on expédie toutes les commandes du site internet, où on conditionne aussi les semences. Voilà, avec des balances, un grammage spécifique pour les espèces et les variétés, et donc où on fait l'envoi. Voilà, et puis sur la ferme, donc c'est plus les plantations et puis les récoltes des semences aussi. Où là, voilà, et puis plus avec Pascal, un petit peu partager nos observations avec les plantes et puis nos projets qu'on a envie de mener, voilà, avec telle ou telle plante. Voilà, c'est une collaboration pour mener le projet, voilà, du mieux qu'on peut, et puis aussi pour ouvrir ce projet-là et développer des choses plus intéressantes. Voilà, donc. Moi, ce que je trouve vraiment très inspirant avec le travail que vous faites et que vous menez, c'est qu'on sent que vous êtes vraiment dans l'harmonie avec le vivant. Vous respectez profondément ce que le vivant nous apporte, et vous recevez du vivant des enseignements extrêmement forts, parce que effectivement de produire des semences qui, en s'adaptant à votre territoire, là où elles poussent, de pouvoir en faire des semences qui s'adaptent le moins d'irrigation possible, le moins d'eau possible, et d'avoir quand même des productions, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire aujourd'hui, d'accorder à la plante cette autonomie-là finalement. C'est extraordinaire, donc ça apporte, je trouve, aujourd'hui dans toutes les réflexions qu'on peut mener et les situations que l'on rencontre, des réponses fabuleuses. Comment est-ce que vous vivez cette réponse que vous avez trouvée avec cette expérimentation? Ah ben moi je suis très content. Ouais. Voilà. Vous arrivez à partager, comment vous partagez cette... disons que moi j'ai un peu un temps de... Pascal il est plus en avance avec le train, puisqu'il est plus familier avec les plantes, hein. Moi ça fait que 10 ans. Et puis il y a des choses qu'il ne pouvait pas me dire pour me les apprendre. Il fallait que je les vive et que je les ressente. Et par rapport à ce que vous venez de dire, enfin moi c'est voilà, plus le respect, la communication avec les plantes, de leur faire confiance aussi. De faire confiance voilà, aux plantes, à la terre. Et donc voilà, plus un partage avec les plantes. Et ça, bon, c'est vrai que Pascal, il l'a avec les plantes, mais il ne me l'a pas transmis en me l'expliquant. C'est petit à petit que je l'ai appris, toute seule dans la nature. Hein. Et après, j'ai pu partager avec Pascal. Voilà. Et donc ça, c'est assez, oui, c'est des moments forts, puisque maintenant, on peut avoir une collaboration quand même voilà, à ce niveau-là. Et
quelque chose qui nous touche tous les deux aussi, où on le vit avec nos plantes, mais où on le partage ensemble. C'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est plus complet par rapport au début. Je travaillais avec lui, où il a fallu que je fasse un apprentissage, mais c'est plus les plantes en fait qui me l'ont. C'est plus moi qui ai appris au contact avec la nature, mais à force d'y être, quoi. C'est pas un apprentissage qui s'apprend parce qu'on l'a décidé. C'est un peu plus complexe. C'est intéressant ce que tu dis, oui. Voilà. Et toi, Pascal, quelle est ta relation avec tes plantes? Ben, moi, c'est difficile à expliquer, mais c'est-à-dire que je ressens et à la limite j'entends ce que les plantes peuvent dire, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez me partager, selon vous, quels sont les enjeux majeurs que l'être humain est en train de rencontrer aujourd'hui, de traverser? Ben, c'est la survie de l'humanité, quoi, hein, qui est en jeu là. Oui. Voilà. Parce que si on est un peu conscient, même si les gens pourraient être plus ou moins conscients, même tout le monde, si rien qu'en écoutant les infos, normal, que de temps en temps il y a certains documentaires sur telle chose ou telle chose, mais c'est toujours fractionné. Et en fait, apparemment, il y a très peu de personnes qui sont capables de conserver en mémoire et puis de les regrouper ensemble. Voilà. Ce qui est quand même important, parce que fractionner, ça ne sert pas à grand chose. Mais si on prend par exemple la question que les experts de l'ONU prévoient une famine mondiale pendant quelques années parce qu'il n'y aura plus de phosphate et que les plantes ne produiront plus d'après eux. Enfin, c'est la réalité pour les plantes qui sont cultivées, qui sont faites par les semenciers. Ça ne produirait plus que 25% de ce que ça produit actuellement. Donc c'est obligé qu'il y ait une famine mondiale, y compris dans les pays riches. Et donc voilà, ça c'est un enjeu, hein, parce que nous, nos plantes, elles produisent très bien sans phosphate du tout, comme les forêts naturelles. Et puis avec le changement climatique, ça s'accentue de plus en plus. Il y a même des pays comme la Belgique qui maintenant sont plus sèches que le sud méditerranéen de la France. Donc là, ça commence à... il est temps de se poser des questions, quoi. Et on ne peut peut-être pas faire grand-chose pour vraiment arrêter le changement climatique. Mais par contre, avoir des plantes cultivées qui peuvent nourrir tout le monde et qui sont avec ces problèmes-là, qui s'adaptent à la sécheresse ou aux pluies torrentielles ou aux excès d'eau. Enfin, c'est un peu de n'importe quoi le changement climatique, parce que aussi bien il peut y avoir des sécheresses terribles que des inondations. Et donc voilà, des plantes qui s'adaptent à ça et qui continuent, qui soient capables de produire de quoi nourrir tout le monde, et bien voilà, c'est ce qu'on fait. Pascal a bien traduit. Oui. Pour toi, les enjeux se situent à ce niveau-là. Oui. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire? C'est toi. Merci. Rachel? Oui, ben, moi c'est un peu, j'ai découvert un peu plus là. Oui. En fait, avec les questions posées, tout ça, que bon, c'était important. Je pense aussi que voilà, que l'activité, le travail que l'on fait, et puis peut-être aussi, du coup, ça remémore quoi, qu'il y a quand même une urgence. Il y a quand même un basculement, et que quand même, bon, et voilà, ça concerne tout le monde. Il faut se poser des questions et peut-être agir, et qu'il y a une urgence quoi, pour nos enfants, les générations à venir, et que peut-être maintenant il est en train de se jouer pas mal de choses. Que peut-être on est en train de voir des choses qu'on a testées qui ne vont pas, et qu'il y a autre chose qui est possible, sans revenir dans des choses qui peuvent être trop anciennes, mais de les faire de façon qui conviennent au monde d'aujourd'hui et de demain.
Merci, oui. Alors nous avons mis en place une plateforme de financement participatif pour que chacun de vous puissiez nous soutenir financièrement de la manière qui vous plaira, pour nous aider à donc financer la réalisation de toutes ces vidéos inspirantes que l'on vous propose en accès libre et gratuit au mois d'octobre. Et je voulais savoir d'après vous en quoi c'est important de nous soutenir aussi financièrement sur une action comme la nôtre. De soutenir pour que l'information elle circule. Et puis, du coup, ça peut profiter aussi aux personnes d'avoir des bonnes choses dans leur assiette. Voilà, que c'est quand même une portée qui est quand même beaucoup plus peut-être que ce qu'on peut voir. Oui. Oui. Donc ça, c'est voilà, et que des fois, peut-être quelque chose, une petite chose commence et puis ça va amener beaucoup d'autres choses. Donc c'est vrai que ça permet peut-être de penser du coup pas qu'à soi, penser plus aux autres et plus à la planète, à plein de choses. Merci. Pascal? La même chose, comme a dit Rachel, quoi. Oui. Alors du coup, vous mettez à disposition, vous vendez vos semences, vous vendez des graines que chacun peut, pour récolter chacun chez soi, ils peuvent donc utiliser vos semences que vous préparez avec beaucoup d'amour. Par quel biais est-ce qu'on peut se procurer vos semences? Par notre site internet. D'accord. Voilà, qui est le potager de santé. Oui. Voilà, et en même temps, les gens ils peuvent les cultiver, donc les récolter pour se nourrir. Et puis bien sûr, c'est des variétés anciennes, elles seront reproductibles. Ouais. Voilà. Après, c'est selon les espèces, il y a plus ou moins des spécificités. Chaque espèce est différente, mais elles ne sont pas stériles. Voilà, elles ne sont pas stériles, mais quand même, il y a 2-3 petits trucs. Il y a des tas d'espèces comme les laitues, les tomates et tout ça, que ça pose aucun problème. Tout le monde peut faire ses semences. Par contre, il y a certaines espèces comme les courgettes, les cucurbitacées, comme les courgettes ou les potirons, tout ça, que là, si on ne connaît pas, ça risque de ne pas marcher du tout. Voilà, parce qu'il y a des choses il faut avoir les bases. Et par exemple, les gens qui essayent de reproduire des courgettes en les pollinisant eux-mêmes, c'est obligatoire, il faut dégénérer la variété. D'accord. Et en plus, il faut minimum, mais c'est pareil pour les oignons, les choux, par exemple pour les courgettes, il faut vraiment au minimum une trentaine de plantes. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer. D'accord. Et normalement, c'est plus qu'une trentaine de plantes. Il faut mieux en avoir dans les 200. Par exemple, tout le monde sait qu'une variété de choux, si on fait moins de 200 plantes qui reproduisent, ça fait trop de consanguinité, si on veut, et l'espèce, ça dégénère. C'est comme les paléontologues, quand ils expliquent la disparition des dinosaures, ils expliquent que même s'il restait 1000 dinosaures après une catastrophe, c'était voué à l'extinction parce qu'il n'y avait plus assez de diversité génétique dedans. Et si on reproduit que 10 plants de choux, on va la faire dégénérer. Voilà. Alors dans le temps, dans les années 1800, ça ne posait pas de problème parce que dans chaque village, les gens avaient leur jardin l'un à côté de l'autre. Et même si chacun ne gardait que 5 ou 10 plants de choux, comme ils étaient au moins 30 ou 40, ça faisait qu'il y avait une grosse masse de la même variété de choux. Et puis dans les villages, chaque village avait sa variété. Tout le monde était d'accord pour faire une variété, pas de tout mélanger. Donc tout le monde était solidaire en fait. Et maintenant c'est plus difficile. Je ne dis pas que ce soit pas possible, mais il risque d'y avoir toujours un trouble fait qui dit moi je m'en fous de vos conneries et je fais ce que je veux. Voilà. Et donc c'est un peu plus difficile maintenant. Je ne dis pas, c'est possible. Il y a des gens qui sont d'accord. Mais voilà. Mais si on veut faire que des petits jardins, il faut se mettre d'accord avec ses voisins. Si on veut reproduire les graines. C'est un travail de coopération. Hein. Oui, voilà. Mais c'est très important parce que par exemple pour les fleurs de courgettes, il faut savoir qu'une fleur femelle de courgette pollinisée par les insectes,
elle est toujours au minimum fécondée par le pollen de 28 fleurs mâles, de plantes différentes. Donc déjà, il faut qu'il y ait au minimum 28 plantes différentes et qu'elles soient pollinisées par les insectes. Et si il y en a moins, ou si on essaye de polliniser avec un petit pinceau à la main, techniquement, on peut mettre que le pollen d'une ou deux fleurs dedans. C'est impossible de reproduire le travail des insectes. Donc c'est obligatoire, on le fait dégénérer. D'accord. Il y a autre chose à savoir, j'imagine, importante, c'est que comme vous produisez des semences qui, au niveau de la plante, s'adaptent sans irrigation, donc à la sécheresse aussi, du coup, il y a des personnes qui interprètent le fait qu'en achetant vos semences, ils n'ont pas besoin d'arroser dès le démarrage. Mais pour le semis, il y a quand même besoin d'eau pour le démarrage de la plante. Il faut soit qu'il pleuve, soit qu'on arrose au début. Ouais. Parce que autrement ça ne germe pas, sinon les graines germeraient dans les sachets. C'est ça, c'est ça. C'est important à savoir. Oui, non, mais c'est vrai que mais... c'est évident, quoi. Ça me paraît évident. Voilà. Et donc voilà, il y a des choses qui sont, j'imagine, expliquées sur le site internet. C'est comme dans la terre, là, il y a des milliers de graines d'herbe. En automne, ça deviendrait une prairie, là. Ouais. S'il aurait plu, ça serait une prairie, on ne verrait plus les légumes. Voilà. Mais tant qu'il ne pleut pas, il n'y a que 2-3 petites plantes qui arrivent à germer parce qu'on a planté assez tôt là, et la terre était encore humide. Mais sinon, ça serait une prairie de 1 mètre de haut et on ne verrait plus un légume. Surtout qu'avec la surface qu'on fait, on n'arriverait jamais à les enlever, les herbes. Oui. Oui, donc le fait de ne pas irriguer, du coup, vous avez des surfaces qui sont très, très nettes pour la plante. C'est surtout celles que vous plantez qui se développent, quoi. Bah oui. Ouais. Merci. Donc on prépare pour vous, avec Pascal et Rachel, un contenu d'interview en version conférence pour évoquer tout le travail que vous faites et le retour de votre expérience et votre vision donc, de la souveraineté alimentaire. Donc tout ce contenu inspirant va vous être proposé à la diffusion en accès libre et gratuit au mois d'octobre. C'est sur inscription, donc pensez à vous inscrire. Vous avez dans la description de la vidéo toutes les informations pour voir le site internet de Pascal et Rachel, en savoir plus sur ce qu'ils font et pour accéder aussi si vous voulez acheter des semences de leur production. Et puis vous pouvez avoir la suite du programme et puis des informations sur le tournage. Vous avez toutes les infos dans le lien de la description de la vidéo. Et puis vous pouvez également nous soutenir financièrement si cela vous fait envie pour nous aider à faire vivre ce sommet. Un grand merci à tous de nous suivre. Merci à Rachel, merci à toi. Merci à toi Pascal. Et puis à bientôt. Oui. Au revoir, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.